Ok, donc maintenant qu'il y a un peu plus de gens qui nous rejoignent, on est là en live sur Facebook et j'enregistre du coup le webinaire pour qu'on puisse le mettre sur YouTube plus tard avec une petite trace. Donc, bienvenue à cette troisième édition de Game Over. Pour ce premier webinaire, on accueille Dorian Guinard, qui est enseignant-chercheur en droit à Sciences Po Grenoble, où il dirige notamment le séminaire droit de l'environnement. Ces dernières publications portent sur l'émergence d'un droit à un environnement sain et durable et le rôle des juges dans l'appréhension de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques. Il est également membre fondateur de l'association de défense de la faune et de la flore Biodiversité sous nos pieds. Afin d'ouvrir le festival Game Over numéro 3, Dorian Guinard viendra développer et échanger autour de thématiques telles que la notion de justice climatique qui résonne d'autant plus fort après une première victoire de l'affaire du siècle et sur la protection de la biodiversité à travers le droit. Sans introduction rapide et je vous laisse continuer. Merci madame. Je tiens à remercier de façon liminaire les organisateurs du festival qui m'ont invité. Effectivement, comme vous l'avez dit, le sujet, c'est-à-dire justice climatique et justice relative à la biodiversité, est un sujet grave compte tenu des enjeux qu'il mobilise et de l'actualité récente que vous venez d'évoquer. On va revenir évidemment, je pense, en long, en large et en travers sur l'affaire du siècle. Si les causes anthropiques qui engendrent le dérèglement climatique et l'effondrement d'une partie de la biodiversité, alors le terme effondrement peut être débattu, mais je ne le discuterai pas ici. Ces causes sont parfois, voire souvent les mêmes, déforestation et destruction des habitats des espèces, artificialisation des sols, etc., etc. Le cadre juridique, en revanche, est quant à lui bien différent et donc les réponses apportées par les juges sont fort logiquement de nature différente. Au moment où, hier, l'Assemblée nationale a voté en première lecture le projet de loi constitutionnelle ayant pour but une modification de l'article 1er de notre Constitution qui dispose que la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Alors là, il faut bien maintenant comprendre qu'on ne parle plus de réchauffement climatique, on va tous parler maintenant de dérèglement climatique. La question centrale, alors au-delà du fait de savoir si le Sénat va voter en des termes identiques cette disposition, devient celle de l'interprétation de la suite de mots que je viens d'évoquer, et se pose donc la question centrale du rôle des juges constitutionnels, administratifs et judiciaires en la matière, c'est-à-dire dans la lutte contre l'amplification des deux phénomènes que j'ai cités avant. À côté du politique, contre le politique, en parallèle d'actions citoyennes parfois illégales, type décrocheur de portraits ou extinction rébellion, où est-ce que les juges se posent comme un dernier recours des actions associatives? Pour ne pas répondre directement à ces questions et laisser place au débat, alors que j'espère, on va dire, nourri tout à l'heure, donc je vais essayer de ne pas être trop long, je vous propose de revenir rapidement sur les actualités récentes de ce qu'il convient d'appeler désormais le droit climatique, puis d'évoquer tout aussi rapidement quelques points essentiels et très actuels du droit de la biodiversité, le tout dans une perspective européenne et finalement très française. Donc, comme en droit, comme d'habitude, c'est binaire, on va faire grand 1, grand 2. Grand 1, le droit climatique et grand 2, le droit relatif à la biodiversité. Alors, j'ai essayé de faire un aperçu des grandes décisions qui ont cadré et qui cadrent en ce moment ce qu'on appelle le droit climatique et qui sont connus, je pense, de la plupart des gens qui regardent l'écran en ce moment. Mais c'est pour nourrir ensuite des questions qui ne sont pas forcément celles qu'on pose d'habitude. La première décision, je pense qu'il faut retenir, c'est la décision dite Fondation Urgenda. Alors, Urgenda en langue néerlandaise, j'ai oublié le nom, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, Urgenda, qui a été rendue en 2015 par une cour du district de La Haye, qui avait été saisie par 886 citoyens admis à agir et une association. Et cette décision elle est importante parce qu'elle possède une portée historique, car elle enjoint l'État néerlandais à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays d'au moins 25% d'ici à 2020, ce qu'ils n'ont pas fait, par rapport à 1990, en se fondant spécifiquement sur les rapports du GIEC. C'est ce qu'a fait exactement le Théâtre Paris très récemment, dans l'affaire du siècle, mais on va y revenir. La Fondation Urgenda, la décision Fondation Urgenda, quand elle fait ça, c'est une première mondiale. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'avoir en tête, parce qu'elle a inauguré un certain nombre de décisions qui ont suivi. La solution a du reste été confirmée le 9 octobre de l'année 2018 au motif que, compte tenu des grands dangers qui risquent de se produire, des mesures plus ambitieuses doivent être prises à court terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de protéger la vie et la vie familiale des citoyens, c'est-à-dire une application de l'article 8 de la CEDH. Alors, je sais que le public n'est pas forcément un public uniquement de juristes, mais toutes les références qui sont ici sont des références qui sont soit des références à la Constitution ou à des conventions internationales. Et c'est ce qu'il faut retenir parce que c'est ce qui va fonder une partie du droit climatique.
La décision de Fondation Urgenda donne du coup une portée nouvelle à l'article 8 de la CEDH de mener une vie familiale normale. Pour la juge qui présidait l'audience, et dont j'ai totalement oublié le nom, tout report des réductions d'émissions exacerbe les risques liés au changement climatique. Le gouvernement néerlandais ne peut pas se cacher derrière les émissions d'autres pays. C'est intéressant ça, quand on replace ça dans le débat français, où à chaque fois on dit « mais la France ne pèse que 0,9% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, mais que peut-elle faire, peut faire des trucs ». Il a le devoir indépendant de réduire les émissions de son propre territoire. C'est ce que juge la juge néerlandaise. Pour résumer, deux nouveautés sont apparues avec l'affaire Urgenda. La citation explicite des travaux des scientifiques du GIEC comme fondement normatif des deux décisions juridictionnelles et la mobilisation de l'article 8 de la CEDH qui fait entrer un environnement sain et durable dans le cadre de signification de ce qu'on appelle le droit au respect de mener une vie familiale normale. C'est peu ou prou le même raisonnement que va tenir le Théâtre Paris en février 2021 dans l'affaire du siècle. On assiste donc à la genèse de ce qu'on peut appeler un droit à un système climatique stable que de nombreuses actions en Europe comme dans le monde tentent de concrétiser, à l'image d'un paysan et guide de montagne péruvien qui a intenté une action contre l'électricien allemand RWE, instruite par la Cour régionale de Hamm en Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne. C'est à propos d'un glacier hindou qui est en train de complètement fondre. Ce mouvement a été prolongé par une des actions nombreuses de Greta Thunberg, qui a de façon inédite déposé plainte le 23 septembre de l'année 2019 devant le comité de l'ONU des droits de l'enfant avec 15 autres jeunes âgés de 8 à 17 ans contre 5 États, dont la France et l'Allemagne, pour violation de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. En gros, on est en train d'obérer une partie du futur à être viable, c'est ça l'idée. Même si cette plainte est purement symbolique, parce que le comité ne dispose pas de pouvoir contraignant, elle invite néanmoins à s'interroger sur les saisines récentes des juges pour faire condamner les États en raison de leur inaction à lutter contre le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Donc, il faut s'intéresser un petit peu au cas français. Le Conseil d'État a rendu une décision le 19 novembre 2020 fondamentale concernant la portée historique liée à la justice climatique. C'est l'affaire de Grand-Sainte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Grand-Sainte est une commune du Nord qui avait mis en cause la responsabilité de l'État pour inaction. Alors, cette décision elle est historique parce que le Conseil d'État considère que les objectifs fixés dans les lois, notamment l'objectif de 40% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport aux émissions de 1990. Alors, je rappelle, pour les gens qui ne sont pas très, très forts en maths, 2030, c'est dans 9 ans. Vous imaginez le délai qui nous reste quand même. Le Conseil d'État a donc estimé que l'État était dans l'obligation de respecter les objectifs fixés par la loi. Les objectifs deviennent donc du coup contraignants. Avant, on pensait que c'était des pures déclarations d'intention. Maintenant, ces objectifs sont contraignants et peuvent engager la responsabilité de l'État, c'est-à-dire que l'État maintenant doit prendre en compte et doit mettre de façon effective sur la table toutes les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de 40%. C'est aussi à replacer dans les dernières déclarations de la Commission européenne qui ne table pas du tout sur une réduction de 40% à l'échelle 2030, mais de 55% à l'échelle 2030, des réductions de gaz à effet de serre par rapport aux références des années 90. Le Conseil d'État a donc donné 3 mois à l'État français pour démontrer que les actions mises en œuvre aujourd'hui permettent bien de tenir l'objectif fixé de diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Je n'ai pas réussi à avoir le rapport gouvernemental, parce qu'on est à l'issue des 3 mois, on était 19 novembre, donc c'était 19 février, début mars, donc ça doit être rendu. Je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Sans trop m'avancer, je peux à peu près garantir que toutes les mesures mises en avant par le gouvernement français aujourd'hui ne correspondent pas à une réduction de 40% des gaz à effet de serre par rapport au pic de 1990. Pour s'en convaincre, il suffit de faire une analyse, même pas exégétique, de la loi, du projet de loi climat et résilience, où selon le Haut Conseil pour le climat et le Conseil pour économique, social et environnemental, tout ça est insuffisant. La portée juridique de tout ça, c'est que jusqu'alors, les lois, ce qu'on appelle les lois programmatiques, c'est-à-dire des lois qui fixent des objectifs dans X années, relevaient de la déclaration d'intention sans portée normative réelle. Aujourd'hui, c'est un mouvement qu'il faut saluer de mon point de vue. Le Conseil d'État, dans l'affaire de Grand-Sainte, dit qu'en matière climatique, ces objectifs deviennent obligatoires, c'est-à-dire invocables et sanctionnables par le juge. Et ça, c'est un changement réel dans le droit qu'on appelle climatique, parce que ça va impulser des nouvelles dynamiques de saisine des associations, de saisine des citoyens, des juges administratifs, pour forcer l'État à
allez, on va dire, respecter tous les objectifs qu'il s'est fixés. Tout ça sous réserve de l'adoption de la loi constitutionnelle modifiant l'article 1 de la Constitution. Et on verra éventuellement dans les questions la différence entre garantie et agit. Cette décision est prolongée par une décision de début février 2021, mais la date m'échappe, je crois que c'est le 3 février de l'année 2021, d'une affaire que tout le monde connaît, qui est l'affaire du siècle, initiée par NAT, notre affaire à tous, avec 3 autres associations, notamment Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot, je crois, et Greenpeace. Moi, je dis peut-être une bêtise, donc ça vérifier. Enfin, NAT, c'est sûr. Le tribunal administratif de Paris, dans cette affaire, s'est exprimé sur la responsabilité de l'État, qu'il a reconnue, en matière de lutte contre le dérèglement climatique. L'État est reconnu fautif de ne pas respecter les objectifs qu'il s'est lui-même fixés. C'est la même logique que dans l'affaire de Grand-Sainte. En gros, la justice dit qu'il faut arrêter de fixer des objectifs incantatoires et fixer des objectifs atteignables et condamner l'État s'il n'atteint pas ces objectifs. Dans cette affaire qui a été très, très médiatisée, le tribunal administratif de Paris reconnaît également le préjudice écologique en se fondant sur le code civil qu'il avait codifié en 2016. Et donc, dorénavant, le préjudice écologique peut être invoqué par toute association qui a pour but la défense de la nature pour condamner l'État pour non-respect des objectifs qu'il s'est fixés en matière de dérèglement climatique. Donc, le préjudice écologique, contrairement à une idée qu'on peut avoir qui concerne que la biodiversité, concerne aussi la lutte contre le dérèglement climatique. Si vous avez le temps, et je pense que dans ces matières qui sont, on va dire, déterminantes pour notre avenir à tous, il faut prendre le temps. Je vous invite à aller lire, ou relire pour les juristes, le considérant numéro 16 du jugement du Théâtre Paris, parce que dans ce jugement, il y a une très, très grande motivation de la reconnaissance du préjudice écologique en se fondant sur l'ensemble des travaux du GIEC par rapport à l'augmentation de la température avec pour référence de base la période pré-industrielle. Et donc, c'est extrêmement détaillé. L'ensemble des travaux du GIEC là-dessus est cité, motivé, justifié. Et si on joue un tout petit peu à se faire peur, en réalité, le Théâtre Paris se fonde sur une version de 2019 des travaux du GIEC. Et cette version va être réactualisée, notamment pour la COP26. Et c'est dans ce cadre-là que l'Institut Pierre-Simon Laplace, rattaché au CNRS avec Météo France, ont sorti des nouvelles simulations pour la COP26. Et ces simulations, donc ils ont fait tourner un certain nombre de supercalculateurs, 500 millions d'heures, je crois. Et ces simulations ont abouti à des résultats qui sont plus graves que celles que le GIEC avait pris en compte en 2019. Alors, il y a 4 ou 5 scénarios que je vous invite à lire. Dans un des scénarios, bon, c'est une version apocalyptique des choses, on est à plus 5-6 degrés. Dans une autre, un peu moins responsable d'émissions de gaz à effet de serre, on est à 4 degrés, 4 degrés et demi. Alors, 4 degrés et demi, il faut comprendre qu'on est quand même déjà proche de la catastrophe absolue quand même. Et dans une version des choses où on arrive à stopper dès maintenant nos émissions de gaz à effet de serre de façon relativement radicale, on serait dans les horizons 2050, 2060, 2070 à du plus 2, plus 2,5 degrés. On verra après les conséquences que ça a en termes de biodiversité, plus 2 degrés et plus de réchauffement moyen par rapport aux années 1800-1850. De toute façon, il faut avoir en tête, et les juges dorénavant l'ont en tête, qu'en raison de l'inertie du réchauffement climatique, le climat va se réchauffer, ne serait-ce que parce que toutes les émissions de gaz à effet de serre que nous avons émises jusqu'à aujourd'hui, donc date du 17 mars, va avoir un effet. Donc, quoi qu'on fasse dorénavant, sauf si on invente un truc dans les 2 ans à faire une pompe à CO2 énorme, quoi qu'il arrive, le climat va se réchauffer probablement au-dessus de 1,6, 1,7 degrés, même si on adoptait une neutralité carbone à date du 18 mars de l'année 2021, ce qui évidemment n'arrivera pas. Donc, pour les juristes et même pour les non-juristes, je vous invite à aller regarder, vraiment décortiquer la motivation du Théâtre Paris sur cette affaire. C'est le considérant numéro 16 du jugement. On va passer maintenant à la biodiversité. Là, ça fait un quart d'heure sur le climat et on peut dire beaucoup de choses aussi sur le climat après et la biodiversité. Donc, je préfère prendre du temps aussi pour la biodiversité.
Le préjudice écologique qui a donc été introduit dans le Code civil en 2016 est défini comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement, ce qui fait qu'il s'applique et dans la lutte contre le dérèglement climatique et dans la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Il peut être reconnu par le juge administratif, mais il est historiquement une notion judiciaire. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2012, la Cour de cassation, dans sa chambre criminelle, dans une affaire Total, une affaire de marée noire, avait inventé, ou en tout cas normativement dégagé, la notion de préjudice écologique qui s'appréhendait comme étant une atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement sans répercussion sur un intérêt humain particulier, mais affectant un intérêt collectif légitime. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute association qui a pour but la défense de l'environnement peut invoquer le préjudice écologique. Il faut donc revenir sur un constat scientifique pour comprendre le contentieux d'aujourd'hui et pour éventuellement critiquer positivement ou négativement les décisions des juges en matière de biodiversité. L'ensemble des informations qui sont à disposition des juges sur ces problématiques complexes sont dorénavant connues. L'IPBES, je vais y revenir après, y est pour beaucoup. Et ça nous permet, quand on rappelle le constat scientifique, donc il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur ici, il s'agit juste de rappeler le constat scientifique objectivement dégagé, notamment par l'IPBES, il fait froid dans le dos. Alors, vu que depuis maintenant plus de 14 mois, on écoute les scientifiques, je pense qu'il est de bon ton de les écouter de nouveau sur ce type de problématique. Quel est le constat qui est fait par les scientifiques, notamment les toxicologues, les écotoxicologues, un certain nombre de gens qui travaillent dans l'automophone et compagnie? Eh bien, c'est que 80% des insectes en Europe ont disparu en 40 ans, 25 à 30% des oiseaux, aux USA comme en Europe d'ailleurs, dans les deux hémisphères, ont également disparu en un demi-siècle. La modulation dans la répartition des populations de poissons a réduit drastiquement, j'emploie l'adverbe avec précaution, a réduit drastiquement le potentiel de surpêche et la question de la pérennité des écosystèmes marins est d'ores et déjà posée. Les coraux, dont je n'ai pas besoin de souligner le rôle essentiel dans la chaîne alimentaire, dans l'océan et dans les mers, les coraux ne résisteront pas à une hausse de plus de 2 degrés. Il faut savoir que 75% des coraux vont disparaître avec une hausse de plus 1,5. À l'heure où je vous parle, on est à 1,2, 1,3. Donc 1,5, c'est plus très très loin quand même. Et 99,99 disparaîtront avec une hausse de 2 degrés. Aujourd'hui, on a 2 ou 3 études qui montrent que vous avez 2 espèces de coraux un petit peu orthodoxes qui pourraient résister à du 2,3, 2,4 degrés de réchauffement, pas plus. Toutes les autres espèces de coraux vont disparaître. La plateforme intergouvernementale relative à la biodiversité et aux services écosystémiques, qu'on appelle l'IPBES, a publié en mai 2019 un rapport extraordinaire là-dessus, extraordinaire par le caractère quasi exhaustif de l'étude. Il a estimé que 1 million sur 8 millions d'espèces estimées étaient éteintes ou en voie d'extinction actuellement. Ce qui, je tiens à le rappeler quand même, est sans précédent dans l'histoire de la planète sur une période si courte. Alors, chaque fois, on dit oui, au Crétacé, il s'est passé 3/4 des espèces sont éteintes, tout ça. Oui, mais ce n'était pas sur la même échelle de temps quand même. Là, c'est sur 50 années. Le nombre d'espèces menacées, c'est sans doute le plus grave d'ailleurs, voire éteintes, est de plus appelé à augmenter très très rapidement parce que le nombre d'individus restants par espèce est très faible. C'est cette donnée qui est très inquiétante en fait, par rapport à la pérennité des écosystèmes. On parle souvent, voire quasiment toujours, des espèces animales dans le débat public, c'est toujours mis en avant. Il se trouve que la disparition d'un certain nombre de végétaux, alors c'est dans une proportion un petit peu moindre, est également extrêmement préoccupante, notamment en raison de la vitesse d'extinction. Je m'explique. Le taux d'extinction des plantes est ainsi 2 fois plus élevé qu'il ne l'était en 1900 et 500 fois plus rapide que le taux d'extinction spontanée des espèces. Ça doit normalement rentrer en ligne de compte dans les politiques à adopter. Il est désormais plausible, et c'est relativement triste de le dire, que la planète perde 1/8 des espèces végétales, 1/8, d'ici 2050, c'est-à-dire dans 30 ans. Les causes de cette disparition sont peu ou prou les mêmes que pour les animaux et sont d'origine évidemment anthropique. Artificialisation des sols, destruction des zones sauvages, agriculture intensive, prolongement des zones urbaines et réchauffement climatique. La France n'échappe évidemment pas à cette extinction planétaire puisqu'on estime par exemple que 15% de sa flore vasculaire, c'est-à-dire les plantes à fleurs, les conifères et les fougères, est menacée.
de façon schématique, le rythme d'extinction des espèces est de 100 à 1000 fois supérieur, ça dépend quelle espèce vous prenez, à ce qu'il était avant le début de l'ère industrielle, il y a bientôt 150 ans. Je tiens à rappeler, parce que c'est très important et que ce sont les grandes oubliées souvent du débat public, qu'il y a une disparition très, très inquiétante des zones humides en France et dans le monde. 35% des zones humides ont disparu en 45 ans dans le monde, 50% en France, la moitié. Hein. Alors à l'heure où on parle de tout, du ruissellement, du fait qu'on n'arrive pas à retenir dans le sol un certain nombre de minéraux et d'éléments, qu'il y a des inondations à répétition, il serait peut-être temps d'arrêter l'artificialisation des sols, mais ceci est un jugement de valeur de ma part. Je reviens au constat factuel, il y a également une disparition des tourbières, ce qui est extrêmement préoccupant. 50% en 50 ans, en France, on est passé de 200 000 hectares de tourbières à 100 000 hectares de tourbières. Je tiens à rappeler quand même qu'une tourbière a un potentiel 10 fois supérieur à n'importe quelle forêt en captation de CO2. Donc, à un moment donné, il faudrait arrêter aussi de détruire les tourbières et protéger tous ces éléments. Et je vais y revenir. Dans l'année qui s'est écoulée, on va venir dans les 18 derniers mois, il y a des décisions marquantes qui ont été rendues par les juges en matière de protection de la biodiversité ou en matière d'absence de protection de la biodiversité. La première décision qu'il faut vraiment retenir, c'est la décision du Conseil constitutionnel de décembre 2020, 10 décembre de mémoire, qui portait sur la réintroduction pour la betterave sucrière des néonicotinoïdes, un néonicotinoïde qui avait été interdit par la loi dite biodiversité, enfin de préservation de la biodiversité de 2016. Je passe rapidement sur la dernière décision rendue par ordonnance du Conseil d'État du 15 mars 2021, donc c'est-à-dire il y a 2 jours, qui a jugé légal et conventionnel les décrets, les décrets d'application de la loi que je vais évoquer maintenant. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, il faut bien savoir que les néonicotinoïdes sont des produits phytopharmaceutiques qui sont connus du grand public comme étant relativement dangereux, voire très dangereux pour une partie du vivant. Alors, l'homme, oui, mais aussi les abeilles et d'autres types d'insectes. Mais ça a été très médiatisé par rapport aux abeilles. Ça a été dans la grande presse parfois décrit comme étant les insecticides tueurs d'abeilles. Il se trouve, et c'est très, très, très méconnu du grand public, et c'est, alors au-delà du fait que ce soit triste, c'est très préoccupant, que ces nouveaux produits phytopharmaceutiques ont un impact extraordinairement délétère sur la faune du sol, notamment les vers de terre. Il y a des études qui sont sorties, notamment une étude très récente en janvier 2021. Il y a d'autres études, hein, la liste commence à devenir quand même assez longue, qui montrent que les produits phytopharmaceutiques et singulièrement les néonicotinoïdes ont un impact notamment de bioaccumulation dans les vers de terre qui ont une ultra grande sensibilité à ce type de produit. Ce qui fait qu'il y a un changement comportemental des vers de terre, il y a une létalité qui est plus grande, et donc ça obère la capacité du ver de terre à rendre les services écosystémiques qu'il rend d'habitude. Je tiens à rappeler quand même que s'il n'y a plus de vers de terre dans le sol, l'agriculture, ça va être compliqué quand même. Donc, s'il y a des grands enjeux à défendre aujourd'hui, numéro 1, c'est au-delà des abeilles, c'est les vers de terre aussi. Il ne s'agit pas de hiérarchiser ce qu'il faut défendre, c'est que les abeilles sont relativement bien encadrées juridiquement, la faune du sol est extrêmement délaissée par le cadre juridique actuel. Si vous avez encore une fois un tout petit peu le temps, allez regarder la décision du Conseil constitutionnel, allez regarder aussi les contributions extérieures qui avaient été adressées au Conseil constitutionnel avant qu'il ne se prononce, et vous verrez qu'il y a tout un tas d'argumentaires qui avaient été développés pour la défense de la survie des vers de terre par rapport à la réintroduction de ce type de produit. Ça a été balayé en 2 mots par le Conseil constitutionnel et pas plus. Et donc, du coup, la question qu'il faut se poser, c'est le Conseil constitutionnel valide la réintroduction des néonicotinoïdes parce que, selon lui, c'est encadré dans le temps, 2023, et que ça poursuit un but d'intérêt général, la préservation des emplois de la filière de la betterave sucrière au détriment de la préservation du vivant, les insectes et la faune du sol. C'est ça le choix qui a été fait. Alors, c'est un choix qui est de fait juridique parce que c'est le Conseil constitutionnel qui l'a fait. On peut s'interroger maintenant sur les fondements politiques, c'est-à-dire l'articulation entre 2 impératifs de même valeur, mais qui, ici, sont antagoniques, la liberté d'entreprendre à travers la préservation des emplois de la betterave sucrière et la préservation de l'environnement et la capacité des générations futures à assurer leur avenir, qui est également un principe à valeur constitutionnelle. Le choix a été fait de préserver l'intérêt général des emplois au détriment de la préservation des insectes et de la faune du sol, parce que, selon le Conseil constitutionnel, cette atteinte était proportionnée.
on va pouvoir éventuellement approfondir cet aspect-là des choses dans les questions. Il y a d'autres décisions qui ont été rendues dans l'année, notamment 2020. Alors, il y en a en 2018, en 2019 qui sont aussi importantes, mais en 2020, c'est l'actualité la plus récente. C'est notamment des décisions du 3 juin 2020 du Conseil d'État qui portent sur des décisions relatives à ce qu'on appelle des raisons impératives d'intérêt public majeur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une grande expression qui réside dans l'article L411-2 du Code de l'environnement et qui dit en gros, alors je ne vais pas faire un cours de droit, mais je vais faire quelque chose de très rapide, qui dit en gros qu'il y a des espèces protégées, c'est vrai, mais qu'on peut déroger à l'interdiction de destruction des espèces protégées si un projet, notamment un projet qui a une dimension relative à la santé, à la sécurité publique, mais aussi une dimension sociale ou économique, eh bien, si ce projet présente un intérêt impératif majeur, on peut déroger à cette interdiction de destruction des espèces protégées. C'est-à-dire qu'on peut détruire les habitats des espèces protégées et les espèces en question. Encore faut-il caractériser l'intérêt public majeur. Et dans deux arrêts du Conseil d'État, Commune de Piana et Société La Provençale, le Conseil d'État avait estimé qu'une carrière de marbre qui était unique en Europe, qui apportait un certain nombre d'emplois, pouvait être considérée comme étant une raison d'intérêt public majeur et donc permettre la destruction des espèces protégées. Alors, c'est un cadre juridique qui a été très encadré, là. L'expression n'est pas très jolie, mais très précisé par le Conseil d'État ces derniers temps, avec quand même, notamment dans des arrêts Société Val Tolosa et d'autres, en disant quand même qu'on ne pouvait pas recourir de façon systématique à cette raison d'intérêt public majeur pour détruire les espèces protégées. Et donc, il faut vraiment que le projet ait une grande dimension. À titre d'exemple, le tribunal administratif de Montreuil a annulé très récemment un projet de liaison entre la gare de l'Est et Roissy, qu'on appelle le CDG Express, d'un montant quand même de 2 milliards d'euros, parce que selon le TA de Montreuil, il n'y avait pas de raison d'intérêt public majeur justifiant les destructions des espèces, parce que, vu que nous sommes en Covid, le trafic aérien, de toute façon, va chuter, et va chuter de façon longue, quasi pérenne. Et donc, du coup, ce projet pharaonique ne se justifiait plus. Donc, ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est qu'il va falloir appréhender juridiquement cette raison d'intérêt public majeur au moment où le juge statue. Je tiens à préciser aussi que le tribunal administratif de Grenoble, dans l'année 2020, a rendu 2 décisions intéressantes, saisies d'ailleurs par l'association Biodiversité sous nos pieds. Une sur une annulation, enfin sur une suspension d'un projet d'extension de carrière dans la commune de Trepte, dans l'Isère, et une suspension d'un projet d'aménagement de remplacement d'un télésiège dans la station de Tignes pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le défaut de raison d'intérêt public majeur. Ce qui est intéressant ici, c'est 2 points, et j'en terminerai par là avant de laisser la parole aux questions. La première, c'est de dire que quand on veut protéger la biodiversité, il ne faut pas se référer uniquement aux espèces protégées, car la grande majorité de la biodiversité n'est pas dans le cadre des espèces protégées. C'est singulièrement le cas pour les zones humides, où vous avez parfois des espèces végétales sans grand intérêt du point de vue de la rareté, mais qui rendent des services écosystémiques énormes. Et donc, du coup, si on veut protéger la biodiversité, il faut protéger la biodiversité des espèces protégées, mais celle aussi des espèces non protégées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la réalité des choses, le Conseil d'État intervient peu. Et quand le vrai droit, c'est-à-dire le droit effectif, quantitativement parlant, là, l'adverbe est important, quantitativement parlant, c'est le droit qui est produit par les préfectures qui vont autoriser des projets qui vont ensuite détruire un certain nombre d'espèces protégées. Et donc, s'il n'y a personne pour contester les décisions préfectorales ou d'autres projets économiques qui détruisent la biodiversité, cette biodiversité sera détruite. Et donc, quantitativement, c'est l'ETA et les préfectures qui font le droit de la biodiversité de tous les jours. Il y a assez peu de décisions du tribunal administratif dans l'ensemble de la France, qui sont ensuite contestées en cour d'appel, qui sont ensuite contestées devant le Conseil d'État pour des raisons qui sont bassement pécuniaires, c'est que ça coûte beaucoup d'argent et ça prend du temps. Donc, il faut et des moyens humains et des moyens pécuniaires. Et donc, la protection de la biodiversité, si elle peut avoir un appui à travers la saisine juridictionnelle pour faire respecter le droit tel qu'il existe,
elle est aussi dépendante et tributaire des citoyens regroupés soit en association, soit avec des recours personnels, pour actionner les moyens juridiques, en l'occurrence juridictionnels, de cette protection. Si on ne conteste pas les arrêtés préfectoraux, la biodiversité sera en partie détruite. C'est exactement le cas pour la notion juridique que j'évoquais, c'est-à-dire de raison d'intérêt public majeur, parce que dans la quasi-totalité des cas qui sont soumis, il y a de la part des préfectures une prévalence qui est accordée aux impératifs économiques au détriment des impératifs de protection de la biodiversité. Et c'est aussi ça qu'il faut changer, c'est-à-dire qu'en multipliant les contentieux, donc en restant dans le cadre juridique existant, on changera aussi l'appréhension préfectorale de la protection de la biodiversité. S'il n'y a pas ce type d'action, les appréhensions préfectorales resteront celles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire de préservation de l'emploi, qui sont aussi des motifs nobles. Ce n'est pas le problème. C'est qu'il faut le faire dans le respect du droit. Et que s'il n'y a pas des gens qui utilisent ce type d'outils juridiques, la protection de la biodiversité restera quelque chose de purement déclaratoire. Ce n'est pas un appel à ce que tout le monde s'investisse là-dedans. C'est simplement un constat factuel. Les associations, je pense ici à FNE, à Génération Future, à Greenpeace et compagnie, surtout les deux premières que je viens de citer, sont des gens qui font un travail extrêmement important pour demander au tribunal administratif de juger de la légalité des décisions préfectorales. Et la protection de la biodiversité passe par là. Ce qui peut amener d'ailleurs un certain nombre de questions. Est-ce que la protection de la biodiversité et de la lutte contre le dérèglement climatique n'est plus que réduite à un combat juridictionnel et pas un combat politique? Il est 16h17, j'ai donc fait une demi-heure, donc j'ai exactement rempli le contrat. Donc je me tais et je vous laisse la parole. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Ou alors, il faut me demander, je crois, pour prendre la parole. Je vous autorise à parler, il me semble. Moi, je n'ai rien compris. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'en accordant une personnalité juridique à l'environnement ou à par exemple, des fleuves, comme il a été déjà question, on pourrait peut-être sensibiliser un peu plus même le grand public ou juste être plus efficace au niveau du droit? Oui, c'est une grande question. Alors, c'est une question avec une thématique qui est directement apportée des États-Unis, vous savez, où ça a été proposé par un certain nombre de professeurs, notamment de la côte ouest, par rapport à la personnalité juridique pour un fleuve et une forêt. Moi, je suis mitigé par rapport à ça. On se pose la question, à la fin, si vous donnez un statut juridique à une entité naturelle, il faudra de toute façon des gens pour faire vivre cette entité juridique. Parce qu'elle ne va pas actionner toute seule un recours. Donc, si vous avez des associations qui défendent exactement les mêmes problématiques, imaginez que vous ayez une association de défense de l'environnement qui va défendre une partie du glacier de Beldon pour X ou Y raison, notamment la préservation de la faune ou de la flore dans le glacier de Beldon, et ainsi de suite. Il n'y a plus trop de glaciers à Beldon, d'ailleurs. On va prendre le glacier de la Grande Motte. Voilà. Vous avez exactement le même résultat. C'est-à-dire que vous avez l'actionnement, la mise en action d'un recours juridique devant un juge par une association, donc par un collectif de personnes, pour défendre des intérêts qui sont strictement identiques. Donc, du point de vue purement utilitariste, je ne suis pas sûr que le fait d'accorder des statuts juridiques spécifiques à des entités naturelles permette une amélioration de la protection des dites entités naturelles. À charge, de toute façon, ceci est conditionné par le fait qu'il y ait des associations qui se constituent et qui instruisent des affaires et qui ensuite portent ces affaires devant un juge. Alors, j'ai une question de Victor qui demande si, qui dit que la justice a pris position en accusant l'État pour une action, qui demande si, du coup, l'attaque de l'État en justice est donc la solution en fait, à cette action. Alors, c'est une réponse qui doit être faite en deux temps.
Premier temps de la réponse, c'est évidemment oui. C'est-à-dire que la solution à l'inaction de l'État peut être trouvée dans des actions juridiques dirigées contre l'État, typiquement sur le modèle de ce qu'a fait Nat et les autres associations dans l'affaire du siècle, parce qu'on voit que de toute façon, maintenant, le juge administratif est perméable à ce type d'argumentaire et donc n'hésite plus à engager la responsabilité de l'État pour ce type de choses. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est celle du référentiel de temps. Parce qu'une des autres actions qui peut être envisagée, c'est évidemment l'action politique avec un renversement des majorités politiques et des politiques choisies dorénavant, à partir de 2022, parce qu'il va y avoir un changement, quoi qu'il arrive, il y aura un changement, soit le changement dans la continuité, comme disait l'ancien, soit un changement radical. Eh bien, si vous avez une nouvelle majorité avec un nouvel exécutif qui décide de prendre des mesures qui sont beaucoup plus radicales que celles qui sont prises aujourd'hui, et singulièrement, si vous avez un tout petit peu le temps encore, dans le projet climat et résilience, qui à mon avis, de mon point de vue personnel, ne correspondent pas à la hauteur des enjeux, vous avez aussi un moyen de mettre fin à l'inaction de l'État en la matière et d'impulser des nouvelles dynamiques. En adoptant d'ailleurs des postures qui peuvent être radicales, si on analyse froidement les choses. Encore une fois, quand vous faites preuve de rationalité et que vous laissez de côté la politique 2 minutes, le constat fait par le GIEC et un certain nombre de scientifiques reconnus, normalement, devrait inciter à ce qu'il y ait un changement à 180 degrés de la politique que nous menons en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas consensuel ce que je dis, hein. C'est transpartisan, c'est tout ce que vous voulez, quoi. En réalité, il n'y a plus le choix. Alors, est-ce que maintenant l'échelle de temps de la justice est le bon? Ça, c'est une très très bonne question que je me pose à moi-même. Je ne crois pas nécessairement, parce que ça prend du temps, il y a beaucoup d'inertie. Si vous regardez la date d'introduction de la requête de Nat avec le prononcé du jugement, qui n'est qu'un jugement de premier ressort en 2021, il reste la Cour d'appel et ensuite le Conseil d'État, est-ce qu'on a encore le temps, en sachant que c'est comme pour la Covid, c'est-à-dire que chaque jour perdu, maintenant, on en est là, chaque mois perdu augmente la quantité de CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc nous conduit vers un futur de plus en plus chaud et de plus en plus déréglé. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, bonjour. Excusez-moi, si je peux répondre vite fait à la question qui a été faite dans le chat. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à lire le chat, la question, c'est: pensez-vous qu'il y a 40 ans, la décision aurait été la même? Je ne sais pas. Si on doit faire un prono type euro-million, je dis non. Je dis non parce qu'il n'y avait pas du tout la même appréhension des données scientifiques dans l'argumentation prétorienne. Clairement, mais clairement pas. Ce qui est aussi d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire que nous vivons ces 10 dernières années, que ce soit d'ailleurs pour les phytopharmaceutiques ou pour la lutte contre le dérèglement climatique, c'est immixtion, insertion des données scientifiques dans le raisonnement du juge et dans ensuite le prononcé des décisions. Oui, Gavin. J'avais une interrogation qui portait, disons, plutôt sur les limites des possibilités d'action du droit dans les questions écologiques, dans le sens où vous avez donné des exemples qui concernaient, disons, plutôt des décisions judiciaires locales sur des projets de, je crois, des remontées mécaniques, ce genre de trucs. Et, alors, pas judiciaire, administratif pour le coup. Oui, administratif, pardon. Et dans le cas de l'affaire du siècle, ça, pour l'instant, on attend de voir quelles seront les obligations de, comment dire, les véritables décisions qui seront énoncées par le tribunal, je crois. Mais l'idée, c'est de dire que si demain il y a une obligation judiciaire pour les gouvernements ou administrative pour les gouvernements d'effectivement agir dans le sens du climat, ça reste un ordre qui est ensuite adapté politiquement, et ça n'empêche en rien des gouvernements libéraux de nous vendre du capitalisme vert, etc., qui au final ne changera pas grand-chose. Donc, ma question, c'est: est-ce qu'au final, le droit n'est pas assez, disons, démuni dans les questions d'environnement qui sont à l'échelle nationale, planétaire, et pas uniquement locale? Je vous laisse la responsabilité de dire que c'est les gouvernements libéraux qui vont vous vendre du capitalisme vert, parce que je pense qu'il y a quand même des gouvernements qui ne seront pas libéraux qui vous vendront aussi ce que vous appelez du greenwashing. Je
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il faudrait qu'on s'entende tous les deux sur ce que vous appelez le droit démuni. À partir du moment où nous sommes dans une démocratie qui est dite libérale, mais pour le coup, pas libérale au sens économique du terme, mais libérale au sens politique du terme, c'est-à-dire au sens de Benjamin Constant, et qu'on estime que le respect de l'état de droit au sens procédural est un impératif catégorique qu'on ne peut pas remettre en cause, le gouvernement, quel qu'il soit, doit exécuter les décisions de justice et singulièrement les décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Donc, si le Conseil d'État enjoint le gouvernement à changer de politique, notamment en termes de réduction de gaz à effet de serre, sous peine d'astreinte, c'est-à-dire que l'État paiera pour se rembourser lui-même, en quelque sorte, le gouvernement devra, et il n'y a pas de négociation possible ici, adopter un certain nombre de lignes de conduite, donc de politique, qui soient en adéquation avec les décisions des juges qui les ont émises en amont. S'il ne le fait pas, eh bien, c'est-à-dire que l'état de droit au sens procédural n'est plus respecté, et ça veut dire qu'on a changé de régime, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un régime démocratique au sens classique du terme. Capitalisme vert ou pas capitalisme vert d'ailleurs. Vous pouvez avoir d'autres systèmes qui ne sont pas des systèmes capitalistes, qui ne respecteraient pas non plus les réductions de gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est si les juges, notamment les juges suprêmes, Cour de cassation, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, enjoignent l'État, alors soit par des condamnations administratives comme on l'a vu, soit par une condamnation de particuliers pour la Cour de cassation, donc notamment des entreprises, l'État devra ensuite, comme les entreprises, moduler leur position pour être en adéquation avec le prononcé de ces décisions. Je répète ce que j'ai dit, si les entreprises pour la Cour de cassation ou si l'État pour l'ordre administratif ne le fait pas, on sort de l'état de droit procédural, donc on change de régime. Donc il n'y a pas de droit démuni, c'est soit le droit est respecté, soit il n'est pas respecté. C'est ça l'enjeu. C'est clair, Gabin, ou pas? Oui, oui, mais après, disons que le reste de ma réflexion part plutôt dans des réflexions politiques qui sortent, je pense, du cadre de. C'est-à-dire que moi, j'en ai aussi, mais sincèrement, elles ne valent pas plus que les vôtres et je Oui, suis c'est pas pour sûr ça. qu'elles soient vraiment intéressantes. Oui, Je parle voilà, pas de des toute vôtres. façon, c'est pas l'objet de la discussion, hein. Voilà, je parle des miennes, exactement. Il y a une question dans le chat, Marion qui demande: peut-on ainsi s'interroger sur le rôle du juge comme étant un scientifique à travers son jugement? C'est une très grande question. C'est une question qui occupe une partie de la doctrine ces 5 dernières années. Est-ce que le juge, lorsqu'il est amené à appréhender les rapports du GIEC ou les rapports des études dans d'autres domaines, type, encore une fois, les phytopharmaceutiques, est-ce qu'il devient un scientifique? Ça, j'en sais rien, parce qu'il faudrait qu'on s'accorde tous ensemble sur la définition de ce que c'est un scientifique. Et sincèrement, à l'IEP de Grenoble, ces derniers temps, ça pose quelques soucis. Donc moi, je ne rentre pas là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il va porter un jugement sur les études scientifiques. Et que ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir s'il devient un scientifique. La question, c'est de savoir comment il appréhende les données scientifiques pour motiver ses décisions. Moi, j'ai plaidé depuis maintenant plus d'1 an pour qu'il y ait, alors j'ai vu dans une des questions au-dessus, non pas un défenseur de l'environnement, parce qu'il faudrait que les défenseurs du droit, enfin le défenseur du droit, en l'occurrence une défendresse du droit, ou un hypothétique défenseur de l'environnement soit doté de pouvoirs contraignants avec des pouvoirs d'enquête. Donc moi, je milite beaucoup plus pour la création d'un parquet national environnemental calqué sur le parquet national financier. Alors, je sais bien que le parquet national financier, ces derniers temps, il a mauvaise presse. Mais je pense qu'à mon avis, le parquet national environnemental, avec des moyens d'action humains et financiers, donc avec une grande technicité des magistrats, avec du coup une formation scientifique, permettrait d'avoir une justice beaucoup plus efficace là-dedans et du coup d'avoir un droit contentieux beaucoup plus proche des problématiques actuelles. Mais après, si on ne fait pas de langue de bois, il y a clairement un déficit de connaissances juridiques, enfin, de connaissances scientifiques par les juges de ce type de données. C'est beaucoup plus vrai d'ailleurs dans le domaine des produits phytopharmaceutiques que dans le domaine de la lutte climatique, parce que sincèrement, il n'y a pas grand monde, à part quelques-uns qui ont décidément soit envie de faire parler d'eux, soit qui ont décidé que dans leur tête, il y avait une doxa et que c'était l'imposition de la bien-pensance et compagnie, quoi que ce soit. Mais il y a quand même plus grand monde qui remet en cause les données scientifiques établies par le GIEC, en sachant qu'en plus, le GIEC ne fait qu'une revue de littérature à N-1 des travaux. Donc, le consensus, il est énorme. Donc, il y a
c'est pas très difficile d'appréhender les travaux du GIEC. C'est beaucoup plus difficile d'appréhender la littérature scientifique dans le domaine des produits phytopharmaceutiques. C'est pour ça qu'à mon avis, il faudrait une formation scientifique en complément soit de l'ENA pour les magistrats administratifs, soit en complément de l'ENM pour les magistrats judiciaires. Et de ce point de vue-là, l'ancien garde des Sceaux, Madame Belloubet, avait comme projet une création spécifique de chambres environnementales dans le domaine judiciaire. Moi, je plaide carrément pour la création d'un parquet national environnemental qui réglerait beaucoup de problèmes. Alors, à mon avis, il y aurait plein de gens qui diraient que le parquet national environnemental, comme le parquet national financier, c'est quelque chose qui est à la solde de tel ou tel truc, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'on aura des juges beaucoup plus forts techniquement et qui donc pourraient résoudre des problèmes qui aujourd'hui sont compliqués à résoudre. Alors, je donne la parole à Vatna qui lève la main. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, parfait. Je voulais juste savoir si dans le cas, par exemple, où l'opposition, du coup, à l'Assemblée nationale serait majoritaire, est-ce que, du coup… c'est plus une opposition, alors. La question n'est pas bonne, c'est plus une opposition. Oui. Est-ce que, du coup, il pourrait renverser le gouvernement si, par exemple, il ne respecte pas, du coup, ce qui va être inscrit dans la Constitution prochainement? Je suis désolé, mais je veux pas être mal poli, mais je ne comprends pas la question. Je vais essayer de la reformuler. Dites-moi si c'est ce que vous voulez dire, d'accord? Vous voulez dire qu'à l'occasion d'une prochaine élection législative, si l'opposition actuelle devient majoritaire, est-ce qu'elle pourra revenir sur le changement constitutionnel qui a été évoqué, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'était surtout de savoir si, en fait, pour motif de non-respect du coup, de ce qui va être mis en place dans la Constitution, le gouvernement pourrait être renversé si, par exemple, les objectifs à atteindre ne sont pas respectés. Alors, premier truc, j'ai parlé d'un hypothétique changement constitutionnel parce que ça a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale, ça doit aller devant le Sénat. De ce que j'ai compris, et notamment en lisant les déclarations du président du Sénat, M. Larcher, a priori, ça ne sera pas voté en termes identiques parce que le Sénat, à dominante LR, préfère le terme « agir » au terme « garantir ». Donc, pour l'instant, on ne peut pas parler de changement constitutionnel, on ne peut parler que d'hypothétique changement constitutionnel, en sachant qu'en plus, ça va être soumis ensuite à référendum. Maintenant, je tiens quand même à rappeler que de toute façon, l'Assemblée nationale, donc pas le Sénat, l'Assemblée nationale a de toute façon, pour les motifs qu'il souhaite, la possibilité de proposer une motion de censure et donc de renverser le gouvernement pour tout motif qu'il juge bon. Donc, il n'y a pas seulement ce motif-là. Mais ce motif peut en faire partie. Hein. Et on pourrait très bien penser que… bon, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Là, on est vraiment dans de la politique fiction, mais on pourrait très bien penser que la réintroduction des néonicotinoïdes était quelque chose qui obérait la capacité des générations futures à assurer leurs propres besoins. Au demeurant, c'est ce que moi, j'avais proposé dans une contribution extérieure au Conseil constitutionnel, et que pour ça, il fallait demander… par le biais d'une motion de censure, le renversement du gouvernement. Bon, le choix n'a pas été celui-là parce que de toute façon, une partie de la droite et de la LREM étaient d'accord sur la réintroduction des néoniques. Donc, ce n'était pas le cas. D'accord, merci. Il y a une question aussi dans le chat Victor qui demande par rapport à votre remarque sur la création d'un nouvel organisme de justice, que pensez-vous de la création d'un prud'homme version écologiste? J'en sais rien. C'est peut-être une bonne idée. Le problème, c'est que encore une fois, j'ai vu que c'était passé dans les idées. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'on met exactement comme définition à prud'homme écologique par rapport aux entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut condamner une entreprise qui aurait licencié un salarié pour des opinions ou pour des actions qui relèvent de l'écologie? Si c'est ça, la remarque dans le chat de M. Sanchez, la réponse est que de toute façon, on ne peut pas licencier un salarié pour cette raison, sauf si l'action du salarié est illégale. Donc, de fait, créer un prud'homme spécifique là-dessus, il faudrait que toutes les actions de type écologiste soient dans le cadre de la légalité. Et en fait, ce serait redondant parce que les prud'hommes sanctionnent déjà les entreprises qui ne sanctionnent pas, enfin, les entreprises qui ont licencié des personnes pour des motifs illégaux. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question, monsieur Sanchez. Alors oui, en fait, c'est moi qui me suis mal exprimé. C'était plus par rapport à la création de la même chose qui a été fait pour l'État, mais d'un organisme qui sanctionnerait les entreprises, au lieu que ce soit l'État en fait qui sanctionne les entreprises. Alors, c'est pas les prud'hommes. Alors, l'État ne sanctionne pas les entreprises. Ce n'est pas les prud'hommes ici qu'il faut viser, c'est la Cour de casse.
C'est l'ordre judiciaire classique, c'est-à-dire s'il y a des entreprises qui adoptent des comportements qui ne sont pas dans le cadre de la loi, ça devient éventuellement un délit, ce qui était tout l'enjeu d'ailleurs du délit d'écocide. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette introduction qui a été faite dans le droit positif. Et à mon avis, c'est sur ce terrain-là, donc pas du tout celui des prud'hommes, mais sur le terrain du correctionnel qu'il faut aller et que les tribunaux judiciaires et donc in fine la Cour de cassation condamnent les entreprises qui ne respectent pas les obligations contenues dans la loi sur la réduction de gaz à effet de serre, y compris pour les entreprises. C'est ça, à mon avis, ce sur quoi il faut travailler. D'accord, merci. De toute façon, tout délit, normalement, doit être puni. Hein. Donc, il faut insérer dans le champ délictuel tout un tas de comportements, que ce soit des comportements d'ailleurs de particuliers ou d'entreprises, pour qu'à un moment donné, les choses changent. Hein. Le droit sans sanction, c'est une vieille chimère. Hein. Le droit sans sanction existe-t-il? Est-ce que le droit n'existe qu'à travers la sanction? Si on ne fait... Vous savez, c'est dans l'air du temps où on est toujours dans l'incitatif, on va miser sur la confiance, sur la bienveillance, tout ça. Ça ne marche pas. À un moment donné, il faut aussi comprendre ça. C'est-à-dire que toutes ces notions qui peuvent avoir un intérêt intellectuel certain, dans le monde réel, ça ne marche pas. Si vous ne contraignez pas et l'État ou les entreprises ou les gens à adopter ce qu'on appelle, et ce n'est même pas des comportements vertueux, hein, c'est des comportements qui vont permettre la pérennité d'un monde où les relations seront moins violentes à un horizon de 30 ans. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Hein. On parle d'un horizon de 30 ans, on parle à 2050. C'est-à-dire vous aurez 50 ans et moi, j'en aurai 70. C'est ça l'idée quand même. Hein. Et si on arrête de penser en termes de bienveillance, de confiance mutuelle, de toutes ces choses qui en réalité n'existent pas du point de vue du droit et qu'on rentre dans la contrainte, donc la sanction, là, vous aurez une mue du droit et donc une mue comportementale. Et je pense que vu l'urgence, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire un droit qui sanctionne. Et de ce point de vue-là, la décision du tribunal administratif relative à l'affaire du siècle, elle est bienvenue, hein, comme celle de Grand-Sainte. C'est-à-dire qu'on arrête avec des objectifs qui sont des objectifs incantatoires et on rentre dans des objectifs qui sont des objectifs invocables. C'est exactement ce que je veux dire. Ça, ma position n'est absolument pas une position militante, d'ailleurs. C'est une position d'analyse du droit positif tel que le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'État l'ont dégagé ces 4 derniers mois. Sincèrement, l'incantatoire, ici comme dans beaucoup de choses, hein, ça ne marche pas. Alors, je vais donner la parole à Elisabeth. On a quelques questions encore. Je n'ai pas compris. Il y a Elisabeth qui va poser une question, je crois. D'accord. Elisabeth, oui. Bonjour. 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 Merci. Alors, en fait, j'ai une question plutôt sur la première partie, et puis vous venez d'en parler un petit peu. C'est une question assez concrète, mais savoir si justement les jugements de Grande-Sainte et de Nattes risquent d'influencer certains jugements des juges maintenant dans le domaine au tribunal administratif, par exemple. Moi, je suis sur une question très concrète, c'est celle du projet NERPIC à Saint-Martin-d'Air. Vous s'intéressez en fait. Oui, complètement. Non, si ce n'est pas le lieu, je n'insiste pas. Mais... Non, moi, vous dites ce que vous voulez, je ne suis pas un censeur. Et donc, je me demandais si la question du fait d'obliger l'État à prendre des mesures, je me demandais si elle peut s'appliquer aux entreprises, mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut le faire? Et là, nous, on est dans une situation où la commune a attribué un permis de construire à un promoteur qui veut construire un énorme centre commercial, et en contradiction avec tous les objectifs de protection de l'environnement, puisqu'il y a des sols pollués, il y a 2,5 hectares qui seraient artificialisés, et il y a une augmentation de la pollution automobile et des choses comme ça. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu un recours déposé contre le permis de construire, mais on ne sait pas qu'il y a d'autres outils qu'on pourrait mobiliser pour faire valoir le droit à l'environnement, quoi. Alors, je vais vous faire une réponse en 2 temps, et puis le deuxième temps, c'est une réponse de Normand, d'accord? Ouais. Sur le premier temps de la réponse, je suis très à l'aise. Je vais être un peu plus gêné sur la deuxième. Je vais vous expliquer pourquoi.
Sur le premier temps de la réponse, c'est que à partir du moment où le Conseil d'État prend une position, il serait naïf, et en tout cas, ça ne correspondrait pas à la réalité des choses, de penser que l'ensemble des tribunaux administratifs ne vont pas regarder ce qui se passe tout en haut pour prendre un certain nombre de décisions. Voilà, c'est de la sociologie juridictionnelle classique. Ce que dit le Conseil d'État a une influence manifeste et extrêmement importante sur le prononcé des décisions futures de l'ensemble des tribunaux et cours administratifs d'appel, clairement. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'a fait le Conseil d'État dans l'affaire Grand-Sainte a une importance primordiale, centrale, fondamentale, plus d'ailleurs que ce qu'a fait le tribunal administratif dans l'affaire de Nat, parce que, vu que ça va aller devant la Cour administrative d'appel de Paris, puis après, ça partira en cassation devant le Conseil d'État, on attendra de savoir ce que dit le Conseil d'État. Donc, oui, de fait, ça va avoir une influence. Après, il faut quand même savoir que les tribunaux de premier ressort et les cours administratifs d'appel sont libres de prononcer les jugements et les arrêts qu'ils et elles souhaitent, et c'est heureux quand même. Hein. Donc, ça aura une influence. Après, ne faisant pas partie du délibéré des 10 tribunaux et cours, je ne peux pas me prononcer sur la réelle, la quantification de cette influence. Mais ça aura une influence, c'est clair et net. Maintenant, sur l'ERPIC, je suis mal à l'aise parce que oui, c'est ce que j'allais vous dire, il y a une affaire qui est déjà en cours de contestation du permis de construire qui a été délivré par la commune. Ça, de mémoire, c'est porté quand même par un certain nombre d'avocats, donc je pense qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire en termes de stratégie argumentative devant le tribunal administratif de Grenoble. Il y a quelque chose qui peut être fait aussi après contre les entreprises si il y a un respect du droit qui est méconnu. Eh ben, c'est alors que ce soit fait d'ailleurs par des particuliers ou par des associations, c'est l'invocation du préjudice écologique. C'est-à-dire qu'il faudra arriver à structurer et à argumenter dans le cadre d'un recours devant les tribunaux judiciaires le fait qu'il y ait, à travers la construction de ce centre commercial, un préjudice écologique qui est sanctionné au titre de l'article du Code civil qui y fait référence. Donc, il y a à la fois des recours à mener devant les tribunaux administratifs sur la légalité du permis accordé par la commune, ça, de mémoire, c'est fait, et il y a ensuite des recours à mener, si ces recours sont fondés, contre les entreprises qui viendraient construire cette zone au nom d'un préjudice écologique. Mais ça, sincèrement, n'ayant pas étudié le dossier de près, je n'ai aucune information à vous donner sur la réalité du préjudice écologique, si préjudice écologique il y a, hein, moi j'en sais rien. C'est la seule réponse que je peux vous faire, Elisabeth, là-dessus. Merci. En fait, sur le permis de construire, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avocat pour le moment, c'est uniquement quelques particuliers. Ils ont introduit un recours devant le TA, non? Oui. Ouais. Et bah, oui, mais alors là, on se heurte à quelque chose d'intéressant. Madame la modératrice, je peux prendre la parole là-dessus un petit peu? Oui. Ouais, alors, okay. Je développe. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose que j'ai souligné dans l'intervention. C'est que s'il n'y a pas des citoyens constitués en association et qui sont dotés de moyens pécuniaires relativement importants, y compris d'ailleurs pour avoir l'assistance d'un avocat sur ce type de problématique, vous avez un certain nombre de projets qui peuvent perdurer, en tout cas être menés à bien, parce que précisément, ils n'ont pas été contestés. Et quand même, on peut corréler la qualité d'un recours à l'assistance d'un avocat, sauf cas exceptionnel d'associations constituées spécifiquement de juristes. Et ça, du point de vue de l'égalité, alors moi c'est ce que je voulais traiter dans un séminaire, dans une semaine qui maintenant du coup est connue médiatiquement, qui était la semaine de l'égalité et de lutte contre la discrimination, c'est dans les inégalités environnementales, et c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant aujourd'hui dans le droit. C'est-à-dire qu'il y a d'extraordinaires inégalités environnementales dans les moyens pécuniaires à la connaissance juridique qu'ont les citoyens pour porter ce type de combat devant les juges. Et c'est aussi là-dessus, politiquement, je pense qu'il faut peser pour avoir davantage d'ouverture du prétoire à des citoyens, y compris d'ailleurs avec des avocats désignés d'office. Là, on est en train de rêver, on fait de la politique fiction, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Il n'y a plus de questions? J'ai une question là. Quelqu'un qui demande si l'inscription de principes comme le principe de précaution dans le droit constitutionnel est plus ou moins efficace selon vous que la seule jurisprudence.
Sur l'exemple des OGM, par exemple, la constitutionnalité du principe de précaution freine un domaine de recherche qui pourrait aider l'agriculture à réduire ses émissions. On peut parler des NBT aussi. C'est les nouveaux types d'organismes modifiés. Alors, ceux qui ne connaissent pas, vous irez regarder, ce n'est plus de l'introduction, en gros, d'un gène de poulpe dans un organisme de maïs, c'est de la sélection naturelle accélérée par l'homme, c'est-à-dire, en gros, on va prendre des gènes d'une tomate qui résiste vachement à la sécheresse pour la mettre dans une autre espèce de tomate qui résiste moins à la sécheresse. C'est ça les nouveaux types d'organismes génétiquement modifiés. Alors, premier truc qu'il faut savoir, c'est que le principe de précaution étant inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement, il a valeur constitutionnelle. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à aller lire la Charte de l'environnement, mais à aller lire de toute façon la Constitution, et puis vous constaterez que ce sont des principes qui sont ce qu'on appelle à géométrie variable ou à texture ouverte, et qui en réalité reçoivent une signification par le truchement des acteurs qui sont amenés à concrétiser ces textes. Ici, spécifiquement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Donc, principe de précaution, en réalité, ça ne signifie pas grand-chose. Il signifie ce que les juges disent qu'il signifie. Donc, si on prolonge votre remarque, il n'y a absolument aucun lien entre le principe de précaution et la réduction des gaz à effet de serre. Il y a juste un lien à dire, est-ce que la culture des organismes que vous avez ciblés, donc OGM d'antan et NBT d'aujourd'hui, doivent être interdits parce qu'aujourd'hui, au nom du principe de précaution, on estime que le risque qu'ils font courir est un risque potentiel et que donc on ne prend pas le risque potentiel de les introduire dans des cultures, fût-ce au nom d'une réduction des gaz à effet de serre. C'est ça l'idée. Après, on peut dire, très bien, on sait qu'il y a un risque. L'objectif principal, c'est la réduction des gaz à effet de serre. On prend le risque de produire, j'invente, je ne connais absolument pas scientifiquement tout le détail, notamment sur la NBT, mais de produire de la cancérogénèse, de produire de la mutagénèse, et puis on s'en fout, ce qui compte, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Sur l'agriculture, je tiens juste à signaler que par un certain nombre de sélections, on a mis en place des espèces végétales qui sont extrêmement consommatrices d'eau et que peut-être il est de bon ton de revenir, notamment dans les céréales, à des blés, à du mil et du sorgho qui consomment relativement peu de flotte et de laisser tomber le maïs. Et l'autre truc, je pense que c'est quand même ça, à mon avis, la priorité des priorités, au lieu d'autoriser des NBT ou des anciens OGM, c'est d'arrêter de faire 70% de la culture des végétaux à destination du bétail. Alors, que ce soit dans le monde, en Europe ou en France, c'est les mêmes proportions. 70% de la culture des végétaux sont à destination de la nourriture du bétail. Donc, la grande idée, qui n'est absolument pas originale, mais qu'il faut quand même bien intégrer pour tout le monde, parce que l'agriculture est responsable de 19% des gaz à effet de serre en France, 35% à l'échelle mondiale si vous cumulez tout, c'est d'arrêter de manger de la viande comme des fous. C'est ça l'idée, en fait. Voilà. Et là, on réglera tous les problèmes quasiment par rapport à l'agriculture, parce qu'il y aura une baisse de rendement en plus si vous arrêtez une partie des phytos, qui sera compensée par la destination des grandes parties de culture à de l'alimentation humaine et pas à l'alimentation du bétail. Donc, au lieu, mais ça c'est un choix politique que vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre, et je tiens à signaler que mon régime alimentaire n'est pas un régime ni vegan ni végétarien, mais je pense que c'est simplement de la rationalité. C'est-à-dire qu'on mange trop de viande. En plus de ça, dans des quantités, enfin d'une qualité qui est vraiment pas bonne. Et le débat récent, alors débat à mon avis critiquable, sur l'instauration de menus sans viande par le maire de Lyon est un débat qui n'aurait jamais dû sortir sur la place publique et ne jamais être généré. Donc l'idée, voilà, c'est ça. L'idée, c'est arrêtons de manger de la viande dans les quantités dans lesquelles on la mange. Alors ça ne va pas plaire à des éleveurs, ça ne va pas plaire à plein de gens et compagnie, mais on mange trop de viande, c'est sûr et certain. Ce n'est pas bon d'un point de vue sanitaire, c'est surtout pas bon pour la planète. Et l'idée est de mettre une énorme partie des cultures végétales aujourd'hui à destination de l'alimentation humaine et pas du tout de l'alimentation animale. Et avec ça, franchement, on réglera énormément de problèmes d'émissions de gaz à effet de serre. Vive les légumineuses, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et les céréales. Et du coup, sur la première partie de ta question qui était sur le fait que le principe de
que l'inscription de principes comme le principe de précaution dans le droit constitutionnel, est-ce que c'est plus efficace que la seule jurisprudence qui existe? En fait, le principe de précaution dans le texte constitutionnel, ça n'existe que parce qu'il y a de la jurisprudence constitutionnelle. Donc, ce n'est pas une question de plus ou moins efficace, c'est que le principe de précaution qui a une valeur constitutionnelle parce que reconnu par la charte et mobilisé par le juge constitutionnel n'existe que parce que les juges constitutionnels et conseils d'État le font vivre. Donc, la vraie effectivité et la vraie signification du principe des précautions, c'est celle qui est donnée à la fois par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État. En fait, bon, il signifie strictement rien dans la charte. Il signifie quelque chose dans les décisions de justice. C'est tout. Et ça, c'est systémique, c'est consubstantiel à tout système juridique. Ce n'est pas les textes qui comptent, c'est ce que disent les juges. Bon, c'est un petit peu radical, mais je n'ai pas le temps de développer. Si vous avez le temps, lisez Michel Tropper et puis vous comprendrez ce que je veux dire. Il n'y a pas plus de questions pour l'instant, donc si vous voulez développer, on entend. Non, je termine. Il n'y a pas plus de questions là. Non, terminé tout le monde. Voilà. Ouais, s'il y a des dernières questions. Ah. Moi, j'avais une petite question par rapport à la solution de la taxe carbone. Bon, si on se base uniquement sur l'idée, est-ce que vous pensez que c'est à l'État de faire ça ou alors c'est à la justice de faire ça et de vérifier que ça a été fait? En fait, vous faites la question et vous faites la réponse. Alors déjà, la taxe carbone, à mon avis, politiquement, comment elle doit être organisée, c'est aux frontières de l'UE, ce qui est d'ailleurs dans les cartons. C'est-à-dire que la Commission européenne a réactivé les tuyaux pour la réintroduction d'une taxe carbone aux frontières des 27. Je pense que c'est le bon échelon. C'est pour ça qu'il faut, de mon point de vue, ne pas du tout quitter l'Union européenne dans le raisonnement, parce que c'est vraiment l'échelon le plus efficace à notre disposition pour avoir une politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, beaucoup plus que l'échelon français. Donc, a priori, elle va être réintroduite, cette taxe carbone, aux frontières de l'Union européenne. Et si cette taxe carbone n'est pas respectée et par les États et par les institutions de l'Union, eh bien, on saisira la Cour de justice de l'Union européenne qui condamnera les États pour non-respect de cette taxe. En sachant que si ça pose de très, très gros problèmes de souveraineté, la Cour de justice condamnera les États à des astreintes qui peuvent être des astreintes monumentales de l'ordre de 100 millions d'euros par trimestre. Et les États, peu ou prou, ne respecteront pas ces astreintes, ce qui fait qu'il y aura un délitement de l'Union européenne, comme on le constate déjà à propos de la question migratoire ou à propos de la question des droits de l'homme, notamment en Hongrie ou en Pologne. Donc, il va falloir faire très, très attention à ce sujet parce qu'il est extrêmement sensible, il met en cause la souveraineté des États et que l'Union européenne, après le Brexit, après le déclenchement de l'article 7 du TUE contre la Pologne et la Hongrie, est dans une situation politique extrêmement fragile et que si on veut avoir des mesures efficaces, il va falloir avoir un consensus réel. Je ne suis pas du tout sûr que la Pologne et la Hongrie, ni le cercle de Visegrad, soient à fond derrière une taxe carbone parce que ça reviendrait à réduire une partie de leurs échanges commerciaux avec les pays frontaliers. D'autre part, j'ai lu ça récemment, donc j'en fais l'écho. Il faudrait que de toute façon, au-delà de la taxe carbone, on augmente de façon très, très importante le prix de la tonne carbone. Il faudrait que la tonne carbone soit à peu près à 200-250 euros pour qu'on ait de vrais changements, notamment des changements comportementaux des entreprises. Donc, je pense qu'un des enjeux, si le marché n'y pourvoit pas, et on sait depuis longtemps, mais il y a des gens qui vivent encore dans une idéologie dépassée, c'est que le marché ne pourvoit pas à tout, hein, le marché est faillible, et que donc, il faut, à un moment donné, je pense, fixer arbitrairement un prix de la tonne carbone pour qu'on ait une modulation comportementale des entreprises. Et le rôle de l'État, il est aussi dans cette partie des choses. Merci. Du coup, je ne sais pas s'il y a des dernières questions. On voit pas là. Ah si, il y a une question de David qui demande dans un monde où la justice doit être de plus en plus sévère, doit-on former plus les juristes, avocats, magistrats, etc. aux enjeux climatiques et biodiversité? Vous avez déjà un peu abordé le sujet. Oui, alors je ne sais pas ce que veut dire sévère. Donc, il faudrait demander à l'interlocuteur ce qu'il entend par sévère et éventuellement, après, on pourra débattre de ça. Je crois avoir défendu une position tout à l'heure qui est celle d'une plus grande formation. Alors, pas des avocats forcément, parce que les avocats suivront là-dessus. Mais je pense que de toute façon, compte tenu de la situation de la société française et de l'ensemble du monde,
il faudrait une beaucoup plus grande formation scientifique dans toutes les formations. On devrait imposer les mathématiques, la physique et la biologie dans tous les cursus au lycée, n'importe quelle section réunie, et éventuellement avoir des formations pluridisciplinaires ensuite, y compris d'ailleurs en favorisant les biformations avec une culture scientifique qui fait défaut à énormément de gens. Et encore une fois, l'adverbe est toujours utilisé, mais singulièrement aux décideurs politiques qui soit ne comprennent pas les enjeux, soit ne veulent pas les entendre. Donc oui, il faut former les magistrats parce que, encore une fois, c'est exactement les mêmes problématiques que pour les problématiques financières. Dans les années 90, l'affaire Elf est une illustration topique de ça. Ce sont des affaires très, très compliquées. Et si vous n'avez pas des magistrats qui maîtrisent parfaitement les arcanes de ces problématiques compliquées, la justice de qualité, elle peut faire défaut. Ici, l'interprétation, l'appréhension, la mise en balance des études scientifiques dans des problématiques aussi complexes que la lutte contre le dérèglement climatique ou les produits phytopharmaceutiques implique que les magistrats aient une formation scientifique qui les met dans une capacité de comprendre les enjeux et donc de faire des choix, donc des arbitrages qui sont des arbitrages justifiés scientifiquement. Ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple et ça passe nécessairement par une formation en tox, en écotox, en chimie. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Si vous créez un parquet national environnemental où il y aura des formations tout au long de la carrière des magistrats qui leur permettra d'avoir le temps, parce qu'il faut aussi décharger les magistrats des affaires qui engorgent le flux contentieux. Parce que quand on parle de ça, il faut savoir que les magistrats, aussi bien les magistrats judiciaires que les magistrats administratifs, ploient sous les dossiers qu'ils ont à traiter. Il y a une paupérisation de la justice en France qui est extraordinaire. On est un des pays de l'OCDE qui donne le moins d'argent en rapport PIB par habitant à la justice. Donc, il faut aussi désengorger les flux contentieux de façon drastique pour pouvoir faire en sorte que les magistrats aient du temps pour traiter convenablement ces problématiques complexes qui, encore une fois, sont à mon avis celles qui innervent tout parce que ce sont celles qui vont décider de notre avenir. C'est quand même de ça dont on parle. C'est-à-dire que la problématique de la lutte contre le dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, c'est quelque chose qui va obérer la capacité des générations futures à assurer leur avenir, ni plus ni moins. Donc, si on ne met pas le paquet du point de vue financier pour que la justice accompagne ce type de changement, on va avoir une justice qui n'est pas bonne, qui n'est pas bien fondée, qui sera contestée, qui sera de plus pas forcément légitime aux yeux du grand public, donc les normes seront moins suivies. Et donc, on aura une action qui sera d'une moins grande efficacité. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour préciser quelque chose. Oui, non, merci beaucoup pour votre réponse. Mais alors du coup, si on veut faire un petit état des lieux un petit peu du secteur, enfin des formations juridiques, on va dire, est-ce qu'aujourd'hui on a des cours, est-ce que vous avez eu un ordre d'idée un petit peu, mais est-ce qu'aujourd'hui on a des cours qui sont obligatoires et qui sont du coup dispensés à tous les étudiants qui font une carrière dans la juridiction? Est-ce que c'est déjà acté ou est-ce qu'il manque énormément? Est-ce que où c'est qu'on en est? Vous parlez de cours obligatoires de quoi? De ces questions-là, de climat, biodiversité, secteur énergie. Non, alors je vous rappelle quand même que les universités sont libres de déterminer les maquettes, alors que c'est quelque chose parfois à Grenoble qui est contesté. Mais les universités et donc les instituts, tous les établissements d'enseignement supérieur sont libres de déterminer les maquettes qui assureront la formation de leurs étudiants. Pour le coup, on est encore dans l'incantatoire. Il y a des personnalités scientifiques universitaires de premier plan qui ont appelé les universitaires, enfin les enseignants-chercheurs, à intégrer dans leurs cours les problématiques que nous venons de traiter. Moi, je connais beaucoup de collègues professeurs de droit qui, dans leur master, alors beaucoup en droit public d'ailleurs, ont intégré dans leur master des cours relatifs au droit de l'environnement, donc ils traitent ces problèmes-là. Je pense que de toute façon, vu l'importance prise sociétalement, c'est tout ce qui a trait à la justice climatique et à la biodiversité va être intégré au fur et à mesure dans les cursus, mais il n'y a pas de caractère obligatoire d'enseigner le caractère anthropique du dérèglement climatique et donc des réponses juridiques apportées à ce caractère anthropique. Ça, à l'heure où nous parlons, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable? Moi, j'ai envie de dire, ça dépend de ce qu'on veut défendre. Si on a envie de former des gens, mais ce n'est même pas dogmatique ici, si on a envie de former des gens qui sont conscients des enjeux qui vont être déterminants dans un avenir très proche, oui, il faut le faire. Donc, quelque part, vous avez la réponse. Maintenant, si on veut continuer à former des gens qui s'intéressent à des notions
qui ne prennent pas en compte ce caractère anthropique en sachant qu'il va avoir une influence sur tous les champs sociétaux, bon, bah, ils peuvent le faire. C'est pas, moi, je suis pour la liberté académique telle que le Conseil constitutionnel l'a reconnue. Donc oui, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bon, voilà. Ça me paraît passer à côté quand même d'enjeux fondamentaux. En tout cas, à l'IEP de Grenoble, on le fait depuis maintenant quand même pas mal de temps. Sans me vanter. Hein. C'est une question pour se vanter. C'est ça découlait. En fait, ça découlait de la COP 21 quelque part. C'était compliqué de ne pas faire ça après la COP 21. Moi, ce que je trouve dramatique, en plus de ma part, hein, d'ailleurs, hein, c'est de ne pas l'avoir fait avant la COP 21. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Alors, on a une question de Marine qui demande « La législation actuelle est-elle prête à être renforcée en ce qui concerne le droit de l'environnement ? Avec les lois ASAP et ESSOC, qui pour cette dernière permet le droit à l'erreur, peut-on dire que l'appareil législatif actuel, au lieu de s'inscrire dans cette lutte pour la protection de la biodiversité, s'oriente au contraire vers une déréglementation au désavantage de la protection de la biodiversité ?» Je sais. Alors, je vais faire une réponse très très simple. Je ne sais pas, j'attends de juger sur pièce. Alors, ça ne correspond pas à mes aspirations personnelles, mais tout le monde s'en fiche ici, donc je vais rester dans le droit positif. Je ne pourrais apporter une réponse qu'après un examen de l'application de ces lois. Ce que moi, je pense, quand même, pour ne pas faire une réponse très, très sèche là-dessus, c'est que je trouve, mais alors, là, pour le coup, c'est une opinion qui sort du droit positif et donc, du coup, que vous n'êtes pas obligé de partager, c'est que, compte tenu des enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment par rapport à l'effondrement d'une partie de la biodiversité, il faudrait qu'on mette, en termes d'axiologie, qu'on mette tout en haut de cette axiologie la protection de la biodiversité, parce que cette protection de la biodiversité, à travers les services écosystémiques, si on continue d'ailleurs d'adopter une approche anthropocentrée du droit, ce qui est critiquable par certains côtés d'ailleurs, hein, mais si on adopte une approche anthropocentrée et qu'on dit la biodiversité nous rend des services écosystémiques fondamentaux qui, si elle disparaît, ne seront plus rendus, donc vont avoir un effet délétère sur l'humain, je pense qu'il faut mettre tout en haut de l'axiologie cette défense de la protection de la biodiversité. Donc, il faut prendre des lois et des changements constitutionnels qui protègent cette biodiversité encore plus qu'elle ne le fait actuellement. C'est un peu tout l'enjeu qu'il y a dans le changement constitutionnel aujourd'hui. J'ai beaucoup de collègues qui ont des positions divergentes. Est-ce que la future disposition de l'article 1er va véritablement apporter quelque chose par rapport à l'existant de la Charte de l'environnement? La vraie question, c'est comment est interprétée la Charte de l'environnement. La Charte de l'environnement contient un certain nombre de dispositions qui pourraient permettre une protection maximale de la biodiversité. Il se trouve que les juges, aujourd'hui, n'ont pas une conception extraordinairement extensive de la dite charte. Donc, peut-être que la disposition constitutionnelle va changer les choses. Tout ça pour dire que si on a une disposition constitutionnelle qui dit que l'État garantit la préservation de la diversité biologique, les lois que vous avez citées devront être conformes à cet impératif et donc pourront permettre une plus grande protection de la biodiversité. Donc, ça irait dans le bon sens. Ça dépendra, c'est pour ça que pour l'instant, je ne prends pas parti, ça dépendra de l'interprétation des juges des textes que vous avez cités. C'est toujours la même chose, en fait. Et je complète, pardon, et l'interprétation des préfectures des lois que vous avez citées. Ensuite, on a Sabrina qui demande, en tant que citoyen lambda, où trouver des explications scientifiques accessibles et compréhensibles pour tous dans le domaine de l'environnement? Idem pour la compréhension des décisions juridiques qui peuvent parfois être difficilement compréhensibles. Ça dépend du niveau d'intelligibilité de chacun. Ça dépend du niveau de compréhension de tout ça. C'est compliqué de répondre à une question alors que le degré d'intelligibilité des travaux est fonction de la capacité des gens à les comprendre. Donc, en fait, je ne peux pas répondre à cette question. Le seul truc pour ne pas faire une réponse qui botte en touche, c'est que, selon moi, et n'ayant une formation scientifique que réduite à un bac S, c'est-à-dire quand même pas grand-chose, à partir du moment où vous prenez le temps, il faut prendre le temps, c'est du travail, puis après vous faire expliquer par un certain nombre de scientifiques dans les disciplines que vous visez. Donc ça prend du temps aussi, puis il faut arriver à les trouver. Les rapports du GIEC et les rapports de l'IPBES sont quand même relativement intelligibles. Alors, si vous êtes vraiment feignant, vous lisez les synthèses, et puis si vous avez vraiment envie d'aller dans le fond des choses, vous lisez les rapports.
j'y ai pas vu de choses totalement avec un caractère abscon. J'ai pas vu ça. Moi, j'ai à peu près tout compris quand même. Puis les enjeux, on peut quand même les comprendre relativement facilement. C'est plus compliqué quand vous prenez les études pour disséquer les décisions de justice. C'est-à-dire que les études scientifiques mobilisées dans les décisions de justice. Ça, c'est plus compliqué. Là, il faut vraiment se faire aider de scientifiques spécialistes du sujet parce que si on prend un truc en ce moment qui va être dans les tuyaux, c'est-à-dire la dangerosité des SDHI, notamment par rapport au cycle de Krebs, bon, bah là, ça vous dira quelque chose, notamment Madame la modératrice. Ça, faut travailler. Là, pour le coup, là, c'est compliqué. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles aux citoyens que vous appelez lambda. Il y a aussi un effort du citoyen lambda pour lire et prendre le temps. Vous avez vu que j'ai cité aucun journal, pardon. Je n'ai pas cité de journal. J'ai cité que les rapports. Toujours la source première. Lisez le GIEC, lisez l'IPBES, et puis vous aurez déjà quand même un bagage sur ces questions qui commence à être consistant. Je n'ai pas plus de questions qui s'affichent là. 17h06, c'est parfait. S'il n'y a pas plus de questions, merci de votre présence, merci de votre temps. Merci à vous. Du coup, à 18h30, pour ceux qui s'intéressent, on a un webinaire avec Pierre Larouturou qui va nous parler du pacte finance-climat, entre autres, et de l'action de l'UE. D'accord. Eh ben, une dernière remarque là-dessus, je peux ou pas? Bien sûr. Alors, sur le pacte vert, une des grandes questions qu'il va falloir aborder, c'est évidemment la faisabilité d'une réduction de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Le Parlement veut 60%. La France, c'est moins 40%. Donc, vous voyez déjà, il y a un hiatus. Donc, la question qui va être centrale, ce sera la justiciabilité du pacte vert devant la CJUE, le cas échéant, qui est une grande question. Si d'ailleurs, vous pouvez relayer ça à M. Larouturou, c'est pas mal. Et puis, surtout, ce qui est en train de se jouer aussi, c'est la réforme de la PAC à travers ce pacte vert. Et c'est le poids des produits phytopharmaceutiques là-dedans, dans la destruction d'une partie de la biodiversité et aussi dans l'émission des gaz à effet de serre. Parce que quand même, je tiens à rappeler que les produits chimiques, que ce soit en phyto ou en engrais, notamment les engrais azotés, ont une grande responsabilité dans l'émission de gaz à effet de serre. Donc, il serait peut-être temps aussi que l'Union européenne, si elle veut faire ce qu'on appelle un Green New Deal, eh bien, adopte des mesures à l'échelon européen, qui sont des mesures qui sont véritablement protectrices de l'environnement. Ce qui, d'après mes sources par rapport à la réforme de la PAC, n'est absolument pas le cas. Et alors, la France est la pire élève de toutes. La France, avec les différents plans éco-phyto qui étaient censés réduire de moitié à un horizon de 10 ans les produits phyto, eh bien, c'est le record d'Europe. Hein. On est sur les 10 dernières années à 60 000 tonnes de phyto achetées par an, avec un petit record en 2018-2019 à 80 000 tonnes de phyto, alors que selon les plans, on aurait dû être à 35 000. Voilà. Donc, nous, disons qu'on a une courbe qui n'est pas a priori la bonne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci de m'avoir donné la parole, de m'avoir invité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci et merci à tout le monde de votre présence et on vous attend à 18h30 du coup avec Pierre Larouturou. Au revoir.